Nous sommes toujours sur l'art racaille pour vous parler d'une exposition d'affiches de cinéma anciennes, des débuts du cinéma, et donc des débuts de l'affiche cinématographique, que nous avons visité avec ma camarade par un froid glacial un matin à Vincennes. Ouais. Oui, en fait, il y a un partenariat. Vincennes fait une semaine du cinéma et elle a repris des affiches qui étaient visibles dans une exposition à la Fondation Jérôme Sédou. Cette exposition vient de se terminer. Bon, je pense que de toute façon, on n'aurait pas été visiter cette exposition à la Fondation. Mais en tout cas, là, ces affiches en plein air, ces reproductions d'affiches en plein air sont un vrai petit bonheur parce qu'elles sont quand même de très bonne qualité, ce qui nous a permis de se plonger dans cette histoire de l'affiche, comment est née effectivement l'affiche de cinéma, hein, qui reste encore aujourd'hui un moteur pour aller voir un film. On est à chaque fois intrigué par une affiche qui donne plus ou moins envie. C'est quand même le premier contact souvent qu'on a avec le film. Et donc comment l'affiche a pu faire son apparition, les plus anciennes connues invitent le spectateur à découvrir le cinématographe Lumière en 1896. Donc elle est spectaculaire et l'une d'elles illustre une projection dans la lignée des affiches qui vise à présenter un spectacle visuel. Et si les pères du cinématographe ont privilégié sur leurs affiches ce nouveau divertissement, Pathé, le premier, fera dès 1902 la promotion des films, reprenant à son compte quelques principes adoptés par les Lumières, un grand format, une illustration et l'affiche de cinéma va naître. Donc elle est présentée dans les foires, puis dans des salles. Elles sont conçues comme de grands tableaux et des fois elles sont même placées en façade et elles attirent effectivement le passant et pour l'entraîner à l'intérieur de la salle. Et elles vont s'appuyer sur des histoires connues, à illustrer les histoires de films, des contes, des trucs. Elles installent des scènes historiques avec des décors, des costumes. Et nous, ce qu'on a pu voir, c'est qu'effectivement, ce sont des vraies pièces artistiques, quoi. C'est vraiment des œuvres. Elles étaient d'abord évidemment peintes à la main, mais après reproduites en litho. Voilà, donc c'est quand même... La litho, c'est pas tout simple, hein, c'est plusieurs couleurs, etc., etc., alors que les films étaient en noir et blanc. C'est ça aussi... Oui, c'est ça qui est assez paradoxal, parce que nous, ce qu'on a vu, on en parlera après, il y a beaucoup de couleurs, c'est vraiment une vraie scène, c'est comme une BD, quoi, c'est une page de bande dessinée, quoi. Donc ces affiches, elles vont commencer entre 1902 et 1911, et Pathé va faire appel à Cândido de Faria, qui est un illustrateur brésilien installé à Paris, qui est spécialisé dans les affiches de music-hall, et donc là, il y a pas mal d'affiches qui vont être de Faria. Après son décès, le travail sera confié à Adrien Barrère, et la production de nombreuses affiches pour des films comiques. D'ailleurs, ces affiches sont souvent très drôles. Hein. Il y a plein de petits détails. Enfin, si on aime l'humour de cette époque. Voilà. Il y a aussi Daniel Deloc, Raphaël Freda, Maurice Nepon, Maxime de Tona, Vincent Laurent Elbron, Maurice Mahut, Benjamin Rabier, Raymond Tournon, des noms qui, moi, me parlent pas. Benjamin Rabier. Oui, Benjamin Rabier, oui, bien sûr. Et il cite deux femmes, Berthe Faria et Éléonore March. Et alors, en faisant quelques recherches sur Internet, j'ai trouvé beaucoup de liens sur tous ces hommes affichistes. Et les deux femmes, je n'ai rien trouvé sur elles. Tiens, comme c'est bizarre. Voilà, ça m'a un peu énervé. Oui, ça, il t'en faut pas beaucoup pour t'énerver à propos des femmes qui manquent dans l'histoire du film. Voilà. Et donc, ces jeunes artistes sont aussi peintres, illustrateurs pour la presse. Ils se sont lancés aussi dans la publicité. Donc, ils sont caricaturistes, dessinateurs pour la jeunesse ou la mode. Et ils sont là à représenter ce Paris moderne où l'affiche donc va occuper les murs de la ville. On dirait aujourd'hui, ce sont des graphistes. Et dans un espace public qui est conquis par la réclame, l'affiche de cinéma doit, elle, trouver sa place. Donc elle va d'abord s'accrocher à une ville périphérique, celle des foires, qui sont le lieu de monstration des inventions inédites, telles que les projections de films. Et puis plus tard, elle s'installe sur la façade des premiers cinémas. Et à l'aube de la guerre, elle accompagne les transformations d'une attraction qu'on nommera bientôt le 7e art et la montée des vedettes françaises et américaines comme Max Linder, Pearl White ou Mistinguett. Et elle se décline au rythme du succès que rencontre le film à épisodes. Et d'ailleurs, il y avait en France des ateliers, même dans les années 50, 60, il y avait des ateliers, j'ai un copain qui y travaillait, qui faisait des affiches de cinéma peintes à la main. Pour les grands cinémas parisiens, évidemment, c'était pas le petit cinéma de quartier qui avait une affiche peinte à la main.
Mais les grands cinémas, les affiches étaient peintes à la main. Ouais. Et donc après la Première Guerre mondiale, et donc après cette Première Guerre mondiale, il y a une rupture dans ces arts visuels, et l'affiche qui avait débuté une mutation avant 1914 connaît une nouvelle révolution graphique, et le Paris des années folles profitera au cinéma comme à sa promotion, laquelle s'appuie sur la ruche des artistes peintres qui affluent du monde entier dans la capitale des arts. Et l'affiche, suivant cela les principaux mouvements picturaux, généralise les aplats de couleurs, les gros plans, les lettrages élaborés, qui vont prendre une importance prépondérante. D'ailleurs, dans ce qu'on a vu, on sent qu'il y a aussi une évolution déjà graphique selon les années, quoi. L'occupation de l'espace. Alors, les plus anciennes, c'est une occupation de l'espace, mais alors vraiment occupée, quoi. Il y a vraiment même carrément toutes les principales scènes du film en question. Et puis, plus on se rapproche des époques plus récentes, plus l'affiche se simplifie, et il y a moins, c'est plus du tout une BD, mais c'est vraiment, on voit ou le personnage principal ou le thème principal du film, mais plus évidemment toute une clique qui ressemble plus à une parade de cirque qu'à autre chose. Ouais, alors là, sur à Vincennes, il doit y avoir une vingtaine d'affiches, peut-être, un peu plus. Que ça, oui. Voilà. Et alors qu'à la Fondation Seydoux, il y en avait une cinquantaine. Et en fait, ces affiches viennent du musée Albert Kahn, qui est des dessins de la bibliothèque des littératures policières, de documents promotionnels et d'extraits des films dont elle fait la promotion. Donc c'est cet extrait de cette bibliothèque Albert Kahn. Je ne savais pas qu'il y avait un fond d'affiches de cinéma dans cette... Non, mais là, ce qui est bien fait pour la mairie de Vincennes, qui a plus l'habitude de couper des arbres que de faire de la promotion pour le 7e art, c'est en plein air, c'est sur le côté gauche de la mairie, si on regarde la mairie en face, où on voit le grand écran, la grande horloge. L'escalier d'honneur. Ouais. Sauf que au mois de septembre, dans un matin quasiment hivernal, c'est un peu difficile. On a les pattes, les pieds gelés, les mains gelées, le nez gelé. Mais enfin, ça tient vraiment. C'est pas n'importe quoi comme organisation de cette affiche. Ouais, ils font souvent des expositions photos, enfin de reproduction à cet endroit-là. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut effectivement saluer parce que c'est libre, gratuit. Il y a le marché qui est pas loin, c'est vraiment ouvert à tous. Donc ça, on défend complètement l'art à portée de main. Sauf que c'est ouvert à tous, mais les ménagères qui font le marché, elles passent là, arrêtent comme des piquets de jardin. Pas forcément. Oh, bon, on n'a pas eu beaucoup qui s'arrêtent. Hein. Et donc le Festival du film à Vincennes, c'est jusqu'au 5 octobre. Donc je ne sais pas si cette exposition sera prolongée au-delà. Ça par contre, donc si vous avez envie d'aller la voir, allez-y, c'est pas loin. Il suffit de descendre au métro Château de Vincennes ou au métro Béraud ou au RER Vincennes. Oui, parce que ça permet aussi de découvrir pour certains, même pour nous, de découvrir l'humour du début du 19e siècle, du 20e siècle. Quoi. C'est quand même assez gratiné, avec des réclames pour Paulin ou Dranem. Alors on a essayé on se disait on va mettre des chansons de Paulin ou de Dranem pour illustrer notre truc, mais c'était tellement débile qu'on s'est retenu de les diffuser. Ouais, on a quand même du mal là, c'est vrai. Surtout ma camarade. Une musique qui était projetée, qui est un morceau de piano qu'il y avait pendant les projections de cinéma muet, parce que là on est vraiment à l'époque du cinéma muet. Et là ça illustre en quelque sorte les films, surtout ceux de Charlie Chaplin.
Mais ces musiques, bon, c'est un ragtime, hein, c'est vraiment de la musique gaie, vivante, voilà, trépidante. Et en fait, ça correspond complètement à certaines affiches qu'on a pu voir, comme par exemple, il y a un film qui s'appelle la course à la perruque. Et donc là, c'est De Faria qui a fait l'illustration. Et donc il y a plein, ça fourmille de vie, de monde. Et donc on est sur les toits de Paris. Il y a une perruque qui est emportée donc par des ballons multicolores. Il y a une personne qui s'accroche à une cheminée. Il y a des gens sur le toit qui dégringolent, il y a des carreaux cassés, il y a un gendarme qui escalade, enfin... Oui, non, mais il y a plusieurs gendarmes qui escaladent et c'est vraiment comme des ballons, ils sont obèses d'une manière hideuse. Mais si vous voulez connaître Paris, le Paris qu'on a tous dans la tête, le Paris de Montmartre, le Paris populaire, et il est là, le Paris populaire. Ah ouais. Dans on voit des petites scènes aux fenêtres des immeubles, etc. Voilà, jusque dans les combles où il y a les chambres de bonne, machin. Voilà. C'est vraiment, c'est comme un dictionnaire des faubourgs populaires de Paris, quoi. Voilà, on voit évidemment toujours la Tour Eiffel, on voit pas encore le Sacré-Cœur, donc il n'était pas encore construit, ou alors les affichistes étaient des anarchistes anticléricaux, on n'a pas su savoir exactement. Enfin bon, mais c'est des clichés, c'est vraiment cliché. Le cliché du gendarme qui semble un petit peu handicapé, moteur, etc., etc. Il y a tout. Les concierges, les commères, les vendeurs à la sauvette, le postier avec son vélo et puis sa sacoche de postier. Enfin, il y a tout le petit Paris populaire. C'est un grouillement. C'est un boulot, mais alors, vraiment... Ouais, c'est extraordinaire, effectivement. Ça peut penser aussi un peu à Dubout. Ouais. Là, il y en a une autre affiche, c'était les débuts d'un aéronaute, et c'est pareil. Donc, il y a ce ballon qui est parti dans le ciel et qui embarque un kiosque à journaux, qui arrache le toit. Parce que c'est l'encre, vous savez, les ballons dirigeables, pour s'arrimer au sol avec des encres de marine, quoi, avec des... Voilà. Et là, l'encre, elle arrache un kiosque à journaux, etc. C'est une catastrophe, quoi. Mais ça, c'est l'humour aussi de cette époque, complètement comique troupier, quoi. Voilà. Ça fait penser vraiment aux films comiques de cette génération de cinéastes qui faisaient des blagues populaires, des trucs pas très très fins, mais qui faisaient... Parce que le cinéma, par exemple, de Chaplin, c'était un cinéma qui s'adressait aux ouvriers qui savaient ni lire ni écrire. Voilà, c'était une manière de les ouvrir, si vous voulez, en quelque sorte, au monde, quoi. Voilà, sans savoir lire ni écrire, ils pouvaient apprendre des choses, ils pouvaient s'amuser, comme ceux qui savaient lire et écrire pouvaient s'amuser en lisant des feuilletons. Et d'ailleurs, dans celle-là, alors justement, il y a aussi un brigadier qui est accroché. D'ailleurs, c'est pas un kiosque, c'est marqué cinématographe pâté. Ouais. Et c'est là qu'il y a le toit, justement, des combles qui est arraché. Et alors, d'un côté, c'est quelqu'un qui était encore en train de dormir qui se réveille. À côté, c'est un couple qui est en train de boire un coup de rouge et de manger un bout de saucisson. Et ce que j'aime bien, c'est qu'en fond, il y a la Tour Eiffel qui suit le mouvement. La Tour Eiffel, elle est penchée, elle se courbe. Et ça, c'est assez extraordinaire. Non, c'est vraiment un humour un peu simplet, mais qui fonctionnait très bien à cette époque-là, quoi. Voilà. C'est un peu aussi les ancêtres de Dubout, quoi, de gens comme ça. Et alors il y a le tour du monde d'un policier, et là on est complètement, ça nous place aussi dans le contexte colonial de cette époque-là. Ah oui, alors là, c'est quand même. Oui, c'est gratiné la question. Alors il y a question féminisme, question colonialisme. Voilà, politicard de droite, etc., c'était gratiné. Ah oui, là, il y a de la déconstruction à faire. En tout cas, ça peut servir de support, justement, pour en parler. Pour illustrer, justement, ce qui se passe toujours aujourd'hui à propos de ces dérives de la société. Voilà. Et c'est dans les cambrioleurs modernes. Alors, celle-là, je la trouve quand même vraiment très drôle, parce que c'est là qu'il y a tout un tas de brigadiers, effectivement, qui essayent de récupérer un peu les apaches de l'époque, avec leurs foulards autour du cou, qui sont en train de vider des maisons. Ça court dans tous les sens, et il y a la famille bourgeoise à côté qui attend... qui attend l'intervention de la chaussée.
Ah oui, alors il plonge dans les soupiraux des caves, etc. Donc c'est très mouvementé. Hein. Ah oui, non, c'est vrai que là on n'a même pas besoin. On imagine déjà le son et tout ce qui peut se passer, les cris, le mouvement. D'ailleurs, il court aussi dans les airs pour aller d'un bâtiment à l'autre. Il y en a sur le toit, il y en a à toutes les fenêtres. Il y en a un qui balance même un pot de chambre sur un brigadier qui est en bas. Oui, ça, je crois que c'est l'injure suprême faite à la maréchaussée. Lui mettre du caca et du pipi sur la tête. Voilà. Donc à découvrir, hein, faut y passer, ça vaut le coup de voir ces images effectivement et les recontextualiser bien sûr dans l'époque. Quoi. Oui, parce que même si on n'est pas né, si on n'a pas vécu cet instant de l'histoire du cinéma, du 7e art, si vous voulez, quand, j'ai quand même un certain âge, et dans mon école primaire, à Nogent-sur-Marne, le mercredi après-midi, il y avait une séance de cinéma dans la grande salle, c'était comme un gymnase avec une scène de théâtre de mon école, et il nous passait des films que ces affiches illustrent justement. Voilà. Donc moi, si vous voulez, je retrouve avec ces affiches quelque chose que j'ai pas connu, mais qui me rappelle cette partie de mon enfance où on nous passait des films sur la colonie française. Non mais il y était aussi, parce que c'était encore, la France était encore un empire colonial dans les années 40, un peu plus entre 40 et 50, et on voyait par exemple la chasse à l'éléphant par le Buena Blanc, il tuait un éléphant, et il y avait tous les petits nègres qui venaient découper l'éléphant pour manger. Ah là là. Alors ils prenaient des quartiers d'éléphants qu'ils mettaient sur leur dos. C'était vraiment... On a été élevés là-dedans. Ouais. Donc là, on sent qu'il y a ça dans ces affiches, effectivement. Par contre, artistiquement, c'est un super boulot. Donc, ah oui, voilà. Malgré tout ce qu'on raconte, on peut être heureux de temps en temps. Moi qui n'aime pas les gens qui se démontent, je vous donne un conseil épatant. Chantez dès qu'un petit rayon de soleil discret paraît. Chantez quand vous voyez des amoureux enlacés passer, et surtout chanter quand vous allez retrouver celle qui vous rend fou. Cherchez partout la gaieté pour être heureux, chantez. Voulez-vous conserver la jeunesse et avoir la vie sous un jour meilleur? Faites donc la nique à la tristesse et dans un élan de bonne humeur, chantez au son du lit pour vous mettre dès le matin en train. Chantez quand vous dégringolez les marches du métro au trot, et surtout chantez aussitôt que vous avez un petit temps bêtement. Prenez tout du bon côté pour être heureux, chantez. Les ennuis, les soucis, c'est certain, nous en avons aussi. Mais voilà, nous sommes là pour décider que nous n'en parlerons pas. Si vous êtes bien de mon avis, envoyez-moi tous vos amis. Je les accueillerai gentiment en leur disant chantez. Vous, mesdames, quand on vous offre avec douceur des fleurs, chantez. Vous, messieurs, quand vous voyez un trottin qui sourit, et surtout chantez pour vous donner quand parfois le cafard vous prend du cran. Au lieu de vous lamenter, pour être heureux, chantez. Chantons dès qu'un petit rayon de soleil discret apparaît. Chantons quand nous voyons des amoureux enlacés passer, et surtout chantons pour vous donner parfois un cafard nous prend des plans.
écouter Pour être heureux, chanter Mistinguette, une chanson qui nous a paru audible. Oui, parce que Paulin et Darnhem, Voilà. franchement, là, c'est insupportable. Ouais, autant les voix que les textes. Oui. Alors, les expositions, donc passer à la mairie de Vincennes, ça vaut le coup. Thierry Loulet à la Galerie Estade jusqu'au 31 octobre, c'est Place des Vosges. Raoul Viloula à ne pas manquer, surtout à la Galerie Anaphora jusqu'au 8 novembre, avec une interruption pendant les vacances de Toussaint. Et Raoul Viloula, c'est un graveur, peintre, là surtout de la gravure sur bois absolument magnifique. Être sculptrice à Paris, musée Camille Claudel à Nogent-sur-Seine, c'est jusqu'au 4 janvier. Niki de Saint-Phal, Jean Tinguely, Pontus-Sulten au Grand Palais jusqu'au 4 janvier. Une très belle et assez grande exposition que j'ai pu visiter la semaine dernière. Trésor sauvé de Gaza à l'Institut du monde arabe jusqu'au 2 novembre, Faux et péchés. Et c'est absolument à ne pas louper vu le contexte et tout ce que Gaza, le champ de ruines de Gaza, il faut rappeler son histoire, rappeler que pendant 3000 ans, Gaza a été une ville remplie de vie, de culture. Que l'État sioniste s'ingénie à rayer de l'histoire de l'art de Gaza. Voilà, en détruisant tout ce qui peut rester de fonds de bibliothèques. Enfin, voilà. Donc là, cette exposition est là pour nous rappeler que tout ça a existé et qu'au moins ce qui existe dans l'exposition, pour l'instant, c'est sauvé, quoi. Parce qu'un pays sans culture, sans histoire culturelle, c'est plus un pays, quoi. Niki de Saint-Phal, Dubuffet, Destin croisé, c'est à la Fondation Dubuffet. Ça commence le 1er octobre jusqu'au 13 février. Jean-Baptiste Greuze, L'enfance en lumière au Petit Palais jusqu'au 25 janvier. Impression Nabi, c'est à la BNF Richelieu jusqu'au 11 janvier. C'est Vallotton, je crois, Seurat et Maurice Denis. Georges de la Tour au musée Jacques Marandré jusqu'au 25 janvier. Éblouir Paris, John Singer Sargent au musée d'Orsay jusqu'au 11 janvier. Donc voilà les principales expositions. Le culturel de la semaine. Alors, moi, j'ai réécouté la grande librairie de la semaine dernière qui avait un thème particulièrement intéressant qui s'appelait « Écrire face au fracas du monde ». Et vraiment, j'ai trouvé qu'il y a beaucoup d'interventions, de présentations de livres qui étaient passionnantes. Alors, il y a le dernier livre de Laurent Godet. Bon, c'est pareil, j'ai bien aimé ce que disait Laurent Godet. Il y a beaucoup de finesse et d'intelligence dans ce qu'il raconte. Et il avait un petit badge Palestine. Ça fait quand même toujours du bien. Et d'ailleurs, Augustin Trapenard, qui présente l'émission, qui puisse nous agacer ou pas, je trouve qu'il a un engagement certain sur la Palestine, parce que bien avant que tout le monde commence à retourner sa veste, là, ces derniers temps, lui, Mona Chollet était intervenue très rapidement après le 7 octobre dans son émission, avait lu à la fin les yeux dans les yeux, un texte qu'elle avait écrit sur la Palestine qui était vraiment très engagé. Annie Ernaux a fait la même chose. Et là, il y a un auteur palestinien, Rachid Benzim, qui, je pense, vit en France, qui a sorti un livre qui s'appelle L'homme qui lisait des livres et qui, à travers cet homme qui est à Gaza, parle de tout ce qui reste de cette culture qui fait que le peuple peut continuer à exister, s'il faut s'y rattacher. Et il est vraiment touchant. C'est lui à la fin qui a aussi fait la dernière chronique, Les yeux dans les yeux. Et moi, j'ai très envie de lire son livre. Et est venue sur scène une Christine Zayeb qui justement a aussi interprété avec un instrument traditionnel palestinien un morceau de Rimbana. Donc il y avait vraiment un côté engagement, un côté humaniste aussi sur ce qui se passe. Moi, ça m'a vraiment touché tout ce qui a été dit dans cette émission, et j'ai vraiment senti un engagement. Et cet auteur palestinien, il rappelle sans arrêt ce besoin de culture, de dignité. Il s'exprime merveilleusement sur ce que va devenir peut-être ce peuple palestinien. Enfin, c'est vraiment à réécouter. J'ai mis le lien d'ailleurs sur le blog. Ah, peut-être que je réécouterai. Au moins certains morceaux. Après, effectivement, on peut ne pas tout si réécouter. je vois pas la tronche de Trapenard, ça va. Voilà. Mais il fait quand même un super travail. Je comprends qu'il puisse s'énerver, mais il a quand même un boulot en profondeur dans ses présentations de livres. Et on a vu la semaine dernière, on a vu Le Vieux Fusil. Moi, je l'avais jamais vu. Tu veux en parler? Oui, enfin, je vais en parler, pas plus que toi, mais c'est parce que ma camarade Piquet-Cook est ultra sensible. Voilà, c'était pas vraiment un film pour elle. Je me souvenais pas, j'avais déjà vu, mais il y a longtemps, que c'était aussi atroce. Et donc, on se fait payer à tous les deux, c'est plus supportable.
cette histoire, en fait, qui est un copier-coller de l'histoire d'Oradour-sur-Glane, voilà. Mais alors là, avec des assassinats, des gens qui sont grillés au lance-flammes, une église où tous les gens ont été massacrés, hommes, femmes, enfants, vieillards. Enfin bon, et ce vieux fusil, c'est un vieux fusil de chasse que le héros, qui est Philippe Noiret, dont la femme a été justement tuée avec un lance-flamme et sa petite fille tuée de 2 balles dans le dos par un SS de cette la compagnie d'Asreich, oui, de cette horde nazie. Et quand il se rend compte de ce qui s'est passé, il va dénicher dans un grenier un vieux fusil de chasse qui est dans une toile, qui est graissée, etc., pour le préserver. Parce que à cette époque-là, on cachait les armes. Moi, j'ai ma grand-mère paternelle qui a caché le pistolet de mon grand-père, qui était militaire de carrière. Elle l'a enterré dans le jardin pour pas que les Allemands le découvrent. Enfin bref, il fallait cacher les armes quand on en avait. Et à l'aide de ce fusil, parce qu'il est dans un château de famille, qui connaît par cœur les recoins, les passages secrets, les glaces fautins, etc., etc. Et il va tout seul éliminer une escouade de SS de Reichsreich qui n'a pas encore décampé, parce que la garnison qui était là de SS qui ont commis ces atrocités comme celle de Oradour-sur-Glane est partie pour rejoindre le front de l'Ouest, pour rejoindre justement les alliés qui ont débarqué sur les côtes de la Manche, et puis qui sont en train d'avancer en direction qui veulent rejoindre l'Allemagne. Ils en sont encore loin, et Reichsreich doit aller en renfort de l'armée allemande qui retraite. Bref, et donc il va arriver à éliminer, je crois que c'est une douzaine d'hommes, ou un peu plus que ça, qui restent là dans ce château, parce qu'ils n'ont pas pu partir, bon, mais ils veulent partir, mais ils ne pourront pas, parce que ils sabotent le pont qui permet aux voitures de sortir du château, et la première voiture qui sort, paf, le pont s'effondre, donc ils ne peuvent plus sortir du château. Il tend plein de pièges comme ça, des petits pièges, et il arrive à tous les éliminer. Voilà. Ouais, voilà, c'est un peu c'est sa vengeance, et dont il ne parlera même pas. Il va pas raconter ce qui s'est passé. Enfin, c'est pareil, c'est très fort, ce personnage de Noiret qui prend son temps, on sent, il était fou amoureux de sa femme et de cette petite fille. Qui sort de l'aventure un peu fou. Mais c'est un film qui sort complètement, qui est dans un déni de réalité. Enfin, forcément, on peut pas rester indemne après avoir vécu ça, enfin vu ça, et même avoir fait cet acte de vengeance. Je pense qu'on peut pas en sortir indemne. Et effectivement, il n'y a pas besoin d'effets spéciaux. Ce film est d'une violence incroyable. D'ailleurs, les amis à qui j'en ai reparlé le lendemain, qui elles l'avaient déjà vu, m'ont dit « Ah non, moi, j'ai pas eu envie de le revoir. » quoi. Donc effectivement, une fois, c'est déjà bien. Et donc, dans la veine de Noiret, j'ai vu Le Juge et l'Assassin, que j'ai trouvé sur Internet. Et j'étais... c'est pareil, c'est un film de Tavernier qui est extraordinaire, qui pointe déjà plein de choses de la vie à travers ce juge interprété par Noiret, un petit bourgeois qui vit dans ses intérieurs feutrés avec sa maman, qui a une jeune maîtresse interprétée par Isabelle Huppert. Et cet assassin, ce qu'on appelle l'assassin, qui est un tueur en série, qui a réellement existé. L'histoire est inspirée d'un vrai tueur en série, qui est interprété par Galabru, mais d'une manière extraordinaire, qui en fait, lui, a été abusé par les curés quand il avait 16 ans, qui se dit anarchiste de Dieu, qui est vagabond, et qui va perpétuer, effectivement, qui va assassiner des bergers, des bergères, et faire des actes de viol et de violence, et Noiret, donc, ce juge va mettre tous ses efforts pour
pour essayer de l'inculper, d'avoir sa tête et obtenir une promotion. Et en fait, tout en déniant, parce qu'on sent ce Galabru, il avait tiré des balles dans une femme dont il était éperdument amoureux, il a tiré des balles sur cette jeune femme, il s'en est tiré aussi dans la tête, ils ont tous les deux survécu, il est complètement habité de folie, et lui réclame à retourner dans un asile où il était guéri, et en fait, Noiret va faire en sorte de lui nier complètement cet aspect de folie. Donc ça interroge vraiment sur, effectivement, sur la folie, sur ce que faisait cet homme. Et donc, je trouve que là, on retrouve donc les abus faits par les curés, tout ce questionnement autour de la folie, parce qu'il est carrément, il est fou, tout cet colonialisme aussi, parce qu'il y a Daniel Gélin qui interprète un homme qui était en Indochine, qui est revenu, il y a tout ce contexte d'antisémitisme avec l'affaire Dreyfus, il y a le viol, parce que Noiret, effectivement, va commettre aussi quand même un acte qu'on n'appelait pas viol à l'époque, mais sur sa maîtresse. Donc cette domination masculine, et à la fin, le travail forcé, l'exploitation aussi des travailleurs à travers le générique, et cette jeune maîtresse qui finalement rejoint les ouvriers à la fin et qui va chanter une chanson sur la commune. Et on voit Jean-Roger Cossimon qui chante également. Donc en fait c'est un film qui dure 2 heures mais qui balaye complètement ce moment de l'histoire avec avec des termes qu'on emploie aujourd'hui mais qu'on ne nommait pas forcément à l'époque. Je trouve que c'est vraiment un film extraordinaire, quoi. Et tout de suite, le salut à nos Aminches, une tradition avérée. Claude et André de la Norsion, Claude et William, nos poteaux de Brest. On espère que vous allez bien. Oui, Brest, la Croisette, c'est pas lié, effectivement. On pense souvent à vous. Oh oui, comme à Jean-Paul Souvraz, cet immense peintre de Coup de Kerbranche dans la banlieue de Dunkerque. Un ch'ti de chez ch'ti. Claudine, une camarade de combat, ma camarade de combat Piquet-Cou, qui partage toutes les deux une amitié très ancienne, de la Banque de France, enfin c'est les pointures, quoi, la Banque de France quand même. Bon. Corinne, Anne-Emmanuel et Frédéric, une petite bande de Corinne, une tapissière de génie, Anne-Emmanuel, une peintre de génie, et Frédéric, un aquarelliste de génie. Bon, tous des génies. Thierry, Juliette Planck, pas Thierry, c'est après. Juliette Planck, une graveuse en relégation à Rochefort-sur-Mer, une très bonne, qui, accessoirement, ouvre son atelier à des gens que la gravure intéresse pour la pratiquer eux-mêmes. Et bon, ce sont des cours évidemment payants, c'est pas réservé aux prolos qui vivent en dessous du SMIC, mais quand on a un peu de thunes, profitons-en pour nous cultiver. Sophie Villoutrex Brageux, une graveuse et peintre aussi, émérite, qu'on a connue à Saint-Sulpice à l'occasion de la fête des graveurs qui a lieu une fois par an. On a été séduit par son travail de graveuse. Clément, qui grave sur tout ce qui bouge, le Van Gogh de la taille d'épargne, un cas. Agnès Dubart, une graveuse aussi étonnante que Juliette, qui est en relégation en Bretagne Sud, après avoir été en relégation en Ariège, après avoir quitté l'île où nous l'avons connue. Thierry Morceau, alors là, le cas du siècle, un graveur bruxellois, mais alors là vraiment c'est une pointure, hein. Voilà, et on aime beaucoup, et qu'on a découvert dans qu'on appelle ça, à la Biennale de Saint-Maur. À la Biennale de Saint-Maur, voilà, où il était le premier prix. Alice Amoroso, la plus jeune graveuse du monde, si on peut dire ça comme ça, on va pas non plus se restreindre. Voilà, non, elle est brillante, c'est vrai. Elle est très très brillante, même qu'il faut mettre des lunettes de soleil quand on la regarde de près. Hein. Bon, et même de loin. Raoul Viloulas, bon, on vous a fait son panégyrique il n'y a pas longtemps, hein, j'espère que vous vous en souvenez, qui est aussi de la trempe d'Alice Amoroso. On est un peu plus âgé. Alice a 20 ans et quelques, et Raoul 40 et quelques. Voilà, pour dire, ils ont une vingtaine d'années de différence. Par contre, pour le talent, ils sont à peu près au même niveau.
Colette et Jacqueline, deux veuves de peintres et de plasticiens. Colette, c'est la veuve du plasticien, et Jacqueline, c'est pas encore la veuve, mais bon, elle est quand même, bon, pas en très bonne santé, qui était la veuve de Raymond Imbert, le chaînon manquant entre la figuration et l'abstraction. Voilà. Un grand artiste qui est mort, hélas, très jeune, à 50 ans lesquels, qui avait été prix de Rome, voilà, qui avait passé 3 ans, je crois, à la Villa Médicis. Bref, pas n'importe qui. Liliane et Laurence, deux écrivaines de polar, dont il ne reste que Laurence, Liliane ayant pris la route. Voilà, la route dont on ne revient pas. Geneviève, notre sorcière bien-aimée, qui elle aussi a pris le chemin de la route de l'éternité, et dont on pleure la disparition. La rousse flamboyante, qui est maintenant toute blanche, comme une hermine, qui anime non pas 2, mais 3 émissions sur une radio omni, des émissions en direction des enfants et de leurs parents, voilà, puis elle s'y connaît parce que c'est une ancienne instite et pas n'importe quelle ancienne instite, hein. Elle a des comment dirais-je, la puissance sous le capot. Anne-Isabelle Roubaille, une peintre de Bourg-en-Marlotte, dont nous avons découvert l'œuvre sur les cimaises de la librairie L'Empreinte, à Bourg-en-Marlotte, la librairie L'Empreinte tenue par Florence Quelu, une ancienne de la fondation DB Fait. Dominique Paladardouin, une galériste, hélas aujourd'hui, elle aussi disparue, mais il trouve avoir que dans celle de nos Amaches, il y avoir que des disparus, avant que celui qui vous parle disparaisse lui-même. Dominique Paladardouin, donc une galériste qu'on nous avons connue et qui nous a accueillis avec une chaleur humaine qu'on ne trouve pas en général chez les galéristes. Marie Dognaud, elle aussi galériste mais vivante, ouf, qui est la pro-bloc de la galerie Kaléidoscope, qui a déménagé de la rive droite pour aller sur la rive gauche, et qui en général accroche sur ses cimaises pas n'importe quelle œuvre de n'importe quelle barbouillère. Antoine Manoury de Panam Swing, un illustre musicien inconnu du monde entier, sauf de ma camarade Piquet-Cou, qui bien entendu ne l'a jamais vu non plus, ni jamais, elle a entendu, mais pas vu. Voilà, et Anna Sinoraska, une amie à ma camarade Piquet-Cou, une intello polonaise, qui sévit à l'université à Lille, comme, elle est quoi maintenant? Elle est professeure. Professeur, après avoir été maître de conférence, et qui vient d'écrire un livre en polonais sur un artiste polonais, qui est écrit en polonais, par une polonaise, et qui est édité en Pologne. Voilà, on n'en sait pas plus, hein, parce que comme on lit pas le polonais, parce qu'on n'est pas polonais, et puis parce qu'on ne sait pas le polonais, tout simplement, bon, on ne sait pas très bien de quoi ça cause. Mais enfin, ça doit être brillant, puisque c'est une femme brillante. Voilà, brillante et rigoureuse. Oui, rigoureuse, et c'est une très très proche amie de ma camarade Piquet-Cou, j'en dirai pas plus. Hein. L'émission est à l'écoute sur notre blog artaccueil.fr, et tout de suite on se finit avec Mélismel, faut vivre. Salut à tous. Malgré l'écran cieux du néant, c'est pour mieux nous manger enfants, et les silences et les boucans, faut vivre. Et bien qu'aveugle sur fond de nuit, entre les gouffres infinis, des milliards d'étoiles qui rient, faut vivre. Malgré qu'on soit pas toujours beau, et que l'on ait plus ses 16 ans, et sur l'espoir, un chèque en blanc, faut vivre. Malgré le cœur qui perd le nord, au vent d'amour qui souffle encore, et qui parfois encore nous grise, faut vivre. Malgré qu'on n'ait pas de génie, n'est pas Rimbaud qui veut pardir, et qu'on se cherche un alibi. Malgré tous nos morts sans coquette qui errent dans
les rues de nos têtes. Faut vivre, malgré qu'on soit brave et salaud, qu'on ait des complexes à gogo et qu'on les aime, c'est ça le pire. Faut vivre, malgré l'idéal du jeune temps qui s'est usé au nerf du temps et par d'autres pris en chantant. Faut vivre, malgré qu'en se tournant vers le passé, on est effrayé de s'avouer qu'on a tout de même un peu changé. Faut vivre, malgré que l'on soit de passage, qu'on vive en fou, qu'on vive en sage, tout finira dans un naufrage. Faut vivre, malgré qu'au ciel de nos poitrines, en nos sentinelles endormies, dans un bruit d'usine gémit, le cœur aveugle qui funambule sur le fil du présent qui fuit. Faut vivre, malgré qu'en nous un enfant mort s'il peut parfois remuer encore comme un vieux rêve qui agonise. Faut vivre, malgré qu'on soit dans l'engrenage des notaires et des héritages où le cœur s'écore et s'enlise. Faut vivre, malgré qu'on fasse de l'humour noir sur l'amour qui nous en fera boire jusqu'à ce qu'ils nous disent au revoir. Faut vivre, malgré qu'à tous les horizons, comme un point d'interrogation, la mort nous regarde d'un œil ivre. Faut vivre, malgré tous nos serments d'amour, tous nos mensonges jour après jour, et bien que l'on n'ait qu'une vie, une seule pour l'éternité, malgré qu'on la sache rater. Faut vivre, faut vivre, faut vivre, faut vivre. Faut vivre.